Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Alors, on a fait un test son de ce côté-là, on me dit que tout va bien. Bonsoir à tous, parents, élèves de terminale pour cette réunion Parcoursup. Alors, ne soyez pas frustrés, j'ai éteint les micros, c'est vite, mais évidemment, on va vous laisser la parole à différents moments. Il y a 2 moments en fait, où je vais vous laisser la parole pour poser des questions à partir de cette présentation, parce que nous sommes maintenant dans le vif du sujet. Alors, si on refait un peu l'histoire, c'est notre deuxième réunion en fait, Parcoursup, parce que nous avons eu une réunion au mois d'octobre, je crois, avec nos collègues psychologues de l'Éducation nationale et conseillers d'orientation, qui vous avaient présenté un petit peu les résultats de la session précédente, Parcoursup 2021. Ce soir, on est vraiment dans le fonctionnement de la plateforme, les algorithmes, et voir un petit peu comment tout ça fonctionne pour que toute la mécanique soit claire pour vous. Ça paraît un peu compliqué comme ça, c'est un peu oppressant, stressant, comme à chaque fois qu'on ne connaît pas, mais vous allez voir que c'est assez limpide, enfin je l'espère. Voilà, on va dérouler. Donc voilà, encore une fois, je remettrai les micros tout à l'heure, au moment où on pourra poser des questions. Donc voilà, on a essayé de caler 4 soirées. Alors c'est vrai que sur ces 2 premiers soirs, c'est davantage axé enseignement général, puis une soirée pour l'enseignement technologique, et on terminera vendredi pour l'enseignement professionnel. On a essayé un peu de dédier. Allez, je vais, pour le coup, parce que madame Denville-Foury est là, qui avait animé la précédente conférence, juste pour vous rappeler quelques dates et quelques rendez-vous. Donc, bonjour à tous. Donc, Madame Denville-Foury, je suis l'une des 2 psychologues de l'Éducation nationale, spécialité orientation, avec Madame Beauchesne, donc qui travaillons sur le lycée Bascan. Donc, suite à la présentation que vous aurez ce soir, si vous souhaitez nous rencontrer, donc plus particulièrement cette fois-ci travailler sur le projet de votre enfant, 2 possibilités pour nous rencontrer. Cela peut se faire au lycée, donc les élèves seuls ou accompagnés avec vous également. Donc, notre bureau se trouve au CDI du bâtiment F, et pour les prises de rendez-vous, eh bien, nous avons un classeur de rendez-vous qui se trouve situé près du bureau des documentalistes, à savoir que nous sommes de permanence le lundi toute la journée, mardi après-midi une semaine sur 2, le jeudi également toute la journée et le vendredi après-midi une semaine sur 2. Si ce n'est pas possible parce que les rendez-vous sont totalement pris, ou si vous souhaitiez être présent et que ce n'est pas possible sur le lycée, les jeunes peuvent également devenir seuls. Certains viennent au centre d'information et d'orientation de Rambouillet, où nous travaillons également et où nous avons des permanences. Alors, c'est toujours sur rendez-vous. Vous avez le numéro de téléphone qui est noté. Ça se trouve, cette rue de la Louvière, c'est juste derrière la gare. Alors, le CIO est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h30. Nous travaillons également les samedis matins. Donc, de toute façon, ils seront tous ouverts là sur la période Parcoursup. Donc, là, c'est de 9h à 12h. Et également pendant les congés scolaires. Donc là, pour les vacances de février, pendant les 2 semaines, le CIO est ouvert et c'est aussi une possibilité offerte pour les prises de rendez-vous. Voilà, donc ça peut être avec l'une de nous 2 ou avec nos collègues qui travaillent également en lycée. Merci. Voilà, donc, bon, on va avoir pas mal d'informations. Vous aurez le diaporama qu'on va vous mettre à disposition et le replay si vous voulez repasser un petit peu tout ce qu'on va se dire un peu tranquillement. Voilà. Allez, on démarre. Donc, on est vraiment sur l'algorithme, la procédure, les dates importantes qu'on va détailler. Merci, Mme Denville. Allez, on va commencer par un diaporama. Vous êtes en terminale, vous préparez votre bac et vous souhaitez poursuivre vos études? Ou vous êtes étudiant et vous voulez vous réorienter en première année? C'est sur Parcoursup que vous effectuez vos démarches pour candidater à une formation dans l'enseignement supérieur pour la rentrée 2022. Plus de 19 500 formations sont présentes sur la plateforme pour vous permettre de réaliser vos projets. Et ça marche comment? À partir du 20 janvier 2022, connectez-vous sur Parcoursup et créez votre dossier. Vous pouvez ajouter des vœux jusqu'au 29 mars à minuit
pour des formations qui vous intéressent, non sélectives ou sélectives. Vous n'avez pas besoin de classer vos vœux par ordre de priorité et vous recevrez le 2 juin une réponse pour chaque vœu que vous aurez confirmé. Vous devez compléter votre dossier et confirmer vos vœux avant le 7 avril à minuit. Les formations examinent ensuite votre dossier et à partir du 2 juin, vous recevez les réponses à tous vos vœux. C'est ce qu'on appelle la phase d'admission principale. Les propositions d'admission sont envoyées par les formations au fur et à mesure. Vous êtes alerté dès que vous en recevez une et vous devez y répondre avant la date limite indiquée dans votre dossier. Et si vous ne recevez pas de proposition d'admission, vous pouvez participer à la phase complémentaire à partir du 23 juin en formulant des nouveaux vœux pour des formations qui ont encore des places disponibles et demander à être accompagné pour trouver une solution. Comment choisir les formations qui me correspondent le mieux? Parcoursup regroupe plus de 19 500 formations supérieures, y compris en apprentissage. Elles sont accessibles via le moteur de recherche des formations sur parcoursup.fr. Vous disposez pour chacune d'entre elles d'informations pratiques sur l'établissement et la formation proposée, ainsi que des renseignements utiles pour faire vos choix. Les connaissances et compétences attendues, les critères d'examen des vœux, le nombre de places disponibles, les débouchés et les taux de réussite. Vous trouverez aussi sur le moteur de recherche des statistiques sur le taux d'accès pour savoir si la formation est très demandée ou pas. Les lycéens trouveront aussi des conseils sur les spécialités et options suivies au lycée et recommandées par les formations pour réussir. Lisez attentivement ces informations avant d'ajouter vos vœux. Elles vous permettent de mieux connaître les formations, de prendre connaissance des critères qu'elles ont définis pour examiner les candidatures et d'évaluer la pertinence de vos choix. Et si j'ai besoin d'aide et de conseils? Si vous êtes au lycée, votre professeur principal vous accompagne pour construire votre projet d'orientation et le site Terminal 2021-2022 vous permet de découvrir les filières. Si vous êtes étudiant en réorientation, le service d'orientation de votre établissement peut vous aider dans votre nouveau projet. Les dates des journées portes ouvertes et des contacts sont disponibles sur chaque fiche de présentation des formations. Dans la plupart des établissements, des ambassadeurs étudiants peuvent partager leur expérience et vous éclairer sur la formation qui vous intéresse. À partir du 20 janvier 2022, des vidéos seront disponibles pour vous accompagner à chaque étape et vous pourrez poser vos questions via le numéro vert ou la messagerie contact de votre dossier. Et maintenant, je fais quoi? Consultez les formations disponibles sur Parcoursup. Faites vos recherches par mots-clés ou par type de formation. Et à partir du 20 janvier 2022, connectez-vous pour vous inscrire et commencer à faire votre liste de vœux. Ne vous précipitez pas. Vous aurez jusqu'au 29 mars pour formuler vos vœux. Mais n'attendez pas non plus le dernier moment. Profitez pleinement de cette période pour vous informer, demander des conseils et mûrir votre projet d'orientation. Voilà en ce qui concerne cette présentation un peu synthétique, mais on va reprendre chacune des étapes, on va répondre à vos questions. J'oubliais de vous dire que je suis accompagné de mes deux collègues, Madame Martin Timoléon, proviseure adjointe, qui est en charge des terminales et qui va être derrière toute la procédure, et puis Madame Kersigné, qui est sur les premières. Mais voilà, on est là pour répondre à vos questions. Alors, je crois que le chat est accessible. Vous pourrez, à mesure que les questions vous viennent, les poser, on va les noter, et puis on répondra à mi-parcours. On va faire ça ainsi. Allez, ce qui serait bien, c'est que je passe à la suivante. Que voilà. Voilà. Allez, Parcoursup, c'est donc la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur. Elle est en place depuis 4 ans, cette plateforme. Elle a succédé pour les parents qui avaient des enfants qui ont déjà suivi cette procédure il y a quelques années. Elle succède à APB, admission par post-bac, qui a été remplacée à l'arrivée du ministre M. Blanquer par cette plateforme, avec une vocation quand même qui était vraiment de fluidifier les parcours dans le passage à l'enseignement supérieur et faire en sorte, c'était comme ça que ça a été présenté il y a 4 ans, que la procédure permette une plus grande réussite des jeunes dans l'enseignement supérieur. C'est vrai qu'on avait 60% d'étudiants qui arrêtaient avant leur licence, leur 3e année en fait. Alors force est de constater que ça fonctionne mieux, avec un algorithme qui est différent. Et là, on a quelques chiffres du bilan de l'an passé. D'abord, vous dire qu'effectivement, 95-98% des formations aujourd'hui sont présentes sur la plateforme Parcoursup. Ce n'était pas le cas au départ,
Mais aujourd'hui, toutes les formations d'enseignement supérieur, à part quelques écoles privées, mais pour la grande majorité maintenant, sont présentes sur la plateforme. Vous voyez un petit peu comment les choses évoluent. Donc nous sommes à 19 500 formations présentes hein, sur l'ensemble du territoire sur la plateforme. Et on a aussi 6 000 formations en apprentissage. Alors, elles ont un statut un peu différent, on y reviendra peut-être. On voit aussi les chiffres en bas à droite, hein, 93% des lycéens obtiennent une réponse. Alors, ce n'est pas toujours leur premier choix, mais en tout état de cause, ils obtiennent une réponse. Donc voilà, c'est aussi fonction du dossier. Et je crois que pour Bascan, on était à 88%, je crois, sur le premier tour. Hein, là, on est au bout de la procédure. Voilà sur ces rappels. Alors, plateforme nationale, calendrier national qui bouge très peu dans le temps, hein, tous les ans ce 20 janvier. Depuis que je m'occupe de Parcoursup et d'APB avant, on est toujours sur à peu près le même calendrier qui tient compte évidemment du rythme de l'année de terminale, entre examen, baccalauréat. Voilà, la plateforme est ouverte depuis le 21 décembre, hein, donc elle est encore accessible, elle l'est tout le temps, toute l'année, mais elle a été mise à jour le 21 décembre dernier. C'est ce qu'on avait déjà dit au mois d'octobre. Le 20 janvier, la plateforme ouvre pour l'inscription des élèves. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se voit ce soir. On n'est pas en retard du tout. On aura la procédure en tête quand le 20 janvier on ouvrira. Alors, il ne faut pas forcément se précipiter le 20 janvier au soir, hein, mais on n'attend pas non plus le 29 mars. 29 mars qui sera la date de clôture des inscriptions. On aura jusqu'au 7 avril sur ce point 2 ici, jusqu'au 7 avril pour finaliser son dossier, mais le 29 mars, minuit, on ne pourra plus rajouter de vœux. On pourra en retirer, mais plus en rajouter. Donc voilà, 20 janvier, 29 mars, vraiment des dates à avoir en tête. Je vous le dis maintenant, mais je reviendrai sans arrêt. Hein. Vos enfants seront tout le temps accompagnés par l'équipe enseignante, par nous-mêmes. La plateforme ne va pas arrêter de les relancer par tout un tas de systèmes télématiques. Voilà, malgré la complexité, malgré un calendrier qu'on va détailler, vraiment pour passer à côté, il faut vraiment le vouloir. Hein. Ne soyez pas très inquiets sur l'ensemble de la procédure d'accompagnement. Et puis une fois que les élèves ont inscrit leurs vœux dans Parcoursup, qu'ils ont bien renseigné leur dossier jusqu'au 7 avril, il y a un temps de latence où l'algorithme va tourner, va classer les candidatures, où les commissions de l'établissement vont se réunir pour classer les candidatures et faire des propositions d'offres de formation. Et le 2 juin, date nationale, tous les élèves de France reçoivent les premières propositions d'admission. Et c'est un processus continu. Vos enfants pourront recevoir, je leur souhaite, hein, bien entendu, recevoir des propositions le 2 juin, le 3 juin, le 4, le 7, le 10 juin. Voilà, c'est vraiment au fil de l'eau, tout au long de ce mois de juin et jusqu'au 15 juillet, où les élèves, à mesure que des places vont se libérer, vont recevoir des propositions. Voilà pour ce panorama. Alors, cette première phase qui s'achève là, hein, on en a parlé en octobre, la plateforme était accessible, mise à jour le 21 décembre, on a jusqu'au 20 janvier pour commencer à réfléchir, construire son projet d'orientation. C'est jamais très simple, hein. Il y a des élèves, on le sait bien, qui ont des idées claires sur leur projet, leur formation. Il y en a pour qui c'est encore un peu plus obscur, mais voilà, le 20 janvier, il va bien falloir mettre des vœux dans la plateforme. Alors, pour s'aider, pour réfléchir un petit peu à son projet, on l'a dit tout à l'heure hein, dans la présentation, il y a évidemment tout l'accompagnement qui est fait par les professeurs principaux, mais pas seulement. Il y a toute l'équipe de terminale qui est autour d'eux, leurs professeurs de spécialité, a priori, c'est quand même plutôt leur axe et la coloration de leur baccalauréat et j'imagine leur poursuite d'études. Donc leurs professeurs de spécialité sont vraiment à même de les renseigner sur les formations post-bac, mais leurs professeurs d'histoire-géographie, de philosophie, etc., sur les possibilités d'orientation après-bac. Mais on a pour le coup ce site qui maintenant existe depuis 3 ans aussi, qui est mis à jour régulièrement et qui phase un petit peu l'ensemble de leurs interrogations. On va y aller, hein. Il y a pas mal de fiches, de vidéos, c'est un peu une mine de renseignements qui va accompagner toutes leurs réflexions. Je me suis baladé un petit peu tout à l'heure, comment s'orienter. J'explore les possibilités, puis après on affine le projet, ma première année. Enfin,
Je vous laisserai découvrir ça. Je ne vais pas forcément entrer dans le détail, mais je ne sais pas, allons-y. Voilà un peu comment les choses se présentent. Panorama des métiers du sport. Bon, voilà, c'est vraiment quelque chose que l'on pratique vraiment pour confirmer un petit peu sa réflexion. On n'est pas encore dans Parcoursup quand on est sur ce site. C'est vraiment un site qui est actualisé en permanence, qui leur permet de réfléchir et de construire un petit peu leur parcours post-bac. Et puis surtout, ben voilà, on rentre dans le vif du sujet, on a la plateforme Parcoursup. Alors Parcoursup, c'est très facilement accessible, hein, c'est tout le temps ouvert de toute l'année. Simplement, le 20 janvier, c'est ouvert pour les élèves de terminale pour créer leur dossier. On y va, parcoursup.fr, hein, on ne peut pas faire plus simple. Dans n'importe quel moteur de recherche, on tombe dessus. Et voilà cette plateforme. Tout autorisé en dessous en ce qui me concerne. Donc pour l'instant, on n'a pas encore créé le dossier. Hein. On va avoir une icône ici, le 20 janvier, qui permettra à vos enfants de créer leur dossier. Mais déjà, et j'espère qu'ils n'ont pas attendu ce soir pour commencer à chercher, on a ici ce bouton « Chercher une formation ». Et voilà, c'est vraiment assez puissant. Même si on n'a pas beaucoup de débit, il y a quand même pas mal de... ça arrive assez vite quand même. Et on rentre par mots-clés, enfin, c'est vraiment assez large. J'ai essayé tout à l'heure, donc je vais reproduire la même chose, hein, vous voyez. Donc on a la carte pour situer les choses, parce que la plateforme est nationale, encore une fois. Il faut bien savoir que quand on postule dans l'enseignement supérieur, il n'y a plus de sectorisation. On peut postuler pour une formation dans l'académie d'Aix-Marseille, ou en Bretagne, ou dans l'Est. Donc voilà, tout est accessible, hein, on peut postuler pour n'importe quelle formation. Mais CPGE Chartres, en fait, je vais tomber sur les classes prépa de nos partenaires du lycée Marceau à Chartres. Hop, Gisèle de Coulanges, École nationale Henri IV, qu'est-ce que j'ai loupé? Chartres. Voilà. Donc je tombe bien là où je voulais tomber. Donc après, tout dépend des critères que je mets, hein, c'est un moteur de recherche. Mais en tout cas, elle se présente toujours de la même manière. Si j'avais tapé des BTS de Bascan, on serait tombé de la même manière. On peut taper BTS électrotechnique, on peut taper 78, on peut se taper licence. Vraiment, on a des critères de choix assez larges. Et dès l'instant où on arrive sur cette première page, on voit toutes les formations qui s'y réfèrent. La première indication intéressante, c'est le taux d'accès. Taux d'accès, 77%. Le taux d'accès, c'est le nombre de candidatures reçues par rapport au nombre d'admis. Voilà, ce sont des formations accessibles sur Chartres, y compris en classe prépa. Alors après, il y a un examen des dossiers. Mais on voit d'emblée que sur ces formations en classe prépa, c'est essentiellement, uniquement même des élèves qui viennent de la voie générale. 100%, on n'a pas d'élèves issus de la voie technologique ou professionnelle. Et ensuite, et c'est ça qui est intéressant, et toutes les formations présentes dans Parcoursup, quasiment toutes, encore une fois, ont toutes la même définition, vous voyez. Pour toutes, vous retrouvez toujours les mêmes critères. Donc c'est vraiment des choses, quand on est à la recherche d'une formation, à aller lire avec intérêt et avec beaucoup d'attention. On y trouve la description de la formation, les options, les langues vivantes et tout ce qui est proposé au sein de la formation, les frais d'inscription, la double inscription, parce que quand on est en classe prépa, on est aussi inscrit à l'université en licence, enfin tout ce qui est vraiment très spécifique, les coordonnées de l'établissement. On a une partie connaissances et compétences attendues au plan national. Donc ça, toutes les classes prépa, vous retrouvez toujours les mêmes informations, mais il y a aussi des choses qui sont vraiment propres au lycée. C'est le lycée Marceau qui a ici renseigné ce à quoi eux vont attacher beaucoup d'importance. Et on voit que pour faire une classe préparatoire MPSI, maths, physique et sciences de l'ingénieur, donc voilà, maths-sup, maths-p pour les anciens comme nous, comme moi en tout cas, voilà un petit peu ce qui est conseillé. Ça donne des indications, j'ai envie de vous dire que si on n'a pas le profil, si en candidate, on a peu de chance dans ce type de formation très sélective, on a peu de chances d'être pris en fait. Hein. Donc là, on nous dit qu'en première générale, si on veut faire MPSI, il faut vraiment en première avoir fait spé maths et physique, la troisième spécialité au choix. Et en terminale, nous dit-on pour Chartres, physique, chimie ou sciences de l'ingénieur,
et mathématiques ou maths complémentaires. Voilà. Est-ce que MPSI au lycée Hoche, on demanderait à peu près la même chose? Je pense que oui, mais chaque établissement est libre derrière ses formats de formation de mettre les mentions qu'il souhaite et évidemment d'examiner chaque dossier en fonction de ses critères. C'est vraiment spécifique à chaque licence, à chaque formation. Critères d'examen des vœux, niveau en mathématiques et sciences physiques, vous voyez, on vous dit ce qui est important, ce qu'on attend en termes de compétences aussi transversales, du travail, de la rigueur, bon, tout ça va de soi hein, pour une classe préparatoire. Si on revoit un peu le format de ce type de formation qui prépare à des concours d'école d'ingénieurs. Hein. Voilà, mais chaque formation, là aussi, est libre de mettre les critères qu'il souhaite. Je pense que pour les BTS MCO chez nous, management commercial opérationnel, on n'est pas dans le même type de formation. On sera plutôt à la recherche de compétences littéraires, argumentatives, d'expression. Enfin, voilà, on comprend bien un petit peu. Vraiment, les compétences qui, pour nous, sont attendues seront celles d'un manager d'un centre commercial, par exemple. Quand on prépare un concours d'ingénieur, c'est autre chose qui est recherché. Donc, c'est quand même assez pertinent d'aller regarder ça avec assez de détails pour savoir si, effectivement, en postulant, on a une possibilité de rentrer ou pas. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un petit peu les chiffres clés. Donc, on a les contacts, on aura ça sur toutes les fiches de formation. On peut contacter, hein. On peut contacter, on a des adresses mail, on peut avoir des référents et des ambassadeurs étudiants, on l'a dit tout à l'heure dans la présentation, la petite vidéo. Mais voilà, on a des références pour poser des questions. On a aussi souvent, je pense, je ne le vois pas ici, mais les dates des portes ouvertes. Alors vous savez qu'en ce moment, tout est un peu suspendu, pour raison de Covid, encore une fois. Mais je sais que Marceau est intervenu l'autre soir à Bascan. Mais après, il faut, voilà, on rentre dans les périodes des salons et des portes ouvertes à l'université, dans les grandes écoles. Il ne faut pas rater. Même en visioconférence, ces temps d'échange, hein, ils sont très importants. Mais dans les chiffres clés, vous voyez, on a 48 places en première année. Bon, format classe prépa, hein, soyez pas très étonnés par le volume. 617 vœux ont été formulés l'année précédente et 292 candidatures ont été retenues. On expliquera ça un peu en détail hein, sur les filières sélectives. 617 dossiers, 292 d'entre eux ont reçu une proposition d'admission et 48 seulement sont entrés. Je ne me cache pas que ce sont toujours les 88 meilleurs. Hein, on classe les dossiers quand on est sur une formation sélective. On va détailler tout ça tout à l'heure. Voilà sur cette plateforme en l'état. Et puis le 20 janvier, hop, ouverture pour l'inscription des candidatures de vos enfants. Je vais un peu vite, mais vous aurez le temps de poser des questions. Vous voyez, c'est quand même pas très très compliqué jusque-là. Alors, cette phase qui maintenant va nous intéresser, hein, on ouvre dans 10 jours, 10 janvier, 20 janvier, dans 10 jours, la plateforme ouvre. Bon, la première des choses à faire, c'est évidemment de créer son dossier. Alors, que faut-il pour créer son dossier? On va se connecter, on l'a dit, il faut deux choses. Une adresse électronique valide, ce sont vos enfants qui s'inscrivent, ce ne sont pas les parents. Nous, on y est passé, ça y est, c'est fini pour nous. On parle bien de vos enfants, des élèves, des futurs étudiants, des élèves de terminale. C'est eux que ça concerne. Même si vous pourrez vous inscrire pour recevoir en parallèle les informations, mais c'est à lui de faire la démarche. Il lui faut deux choses, une adresse mail qui ne changera pas d'ici le mois de juin. Pas question de changer d'adresse mail toutes les quinzaines, c'est pas possible, parce que là, il va perdre le fil, la plateforme va perdre le fil pour lui envoyer des messages. Donc, une adresse mail qu'il s'est constituée, il n'en changera pas. Et son INE, l'identifiant national élève. Vous savez, c'est un numéro à 7 chiffres, je crois, avec une lettre. On a ça en haut de chaque bulletin sous son nom. Donc, c'est facile à retrouver. Si vraiment il a perdu ses bulletins, il a perdu son INE, il repasse au secrétariat et on lui redonne. Mais sur son bulletin qu'on lui a envoyé, là, qu'on vous a envoyé, il a cet INE. Donc voilà, il rentre sur la plateforme, il s'identifie avec son INE, il renseigne avec une adresse mail, et là, la plateforme le connaît. Parce que nous, en lycée, c'est Madame Martin-Timoléon, fait remonter la base élève. On est en train de faire ça en ce moment, donc le 20 janvier, votre enfant sera connu du système informatique.
Donc, on va lui donner un numéro d'inscription qui sera là, vous voyez, sur la partie droite. Et vraiment, ce numéro, il le garde. Souvent, pour les voir faire maintenant depuis quelques années, ils ont leur numéro, leur téléphone portable, ils font la photo de leur, quand la page de Parcoursup s'affiche avec leur numéro de dossier, ils la prennent en photo parce qu'à partir de là, c'est à partir de leur numéro de dossier qu'ils vont continuer toute la procédure. Voilà, c'est très important de bien comprendre ça. Donc vous, au moment où lui fait son inscription, ne soyez pas trop loin, parce que vous, les parents, vous pourrez aussi, enfin c'est lui qui va le faire à votre place, mais votre enfant pourra mettre vos coordonnées, numéro de téléphone, adresse mail, pour qu'en parallèle de toutes les notifications que lui va recevoir, s'il a un peu tête en l'air, vous ayez vous le double, de manière à le suivre un petit peu aussi. Hein, c'est toujours un peu conseillé. Voilà, mais c'est à lui de faire la démarche. Donc, dites-lui bien que quand il s'inscrit, vous pouvez faire la démarche avec lui, c'est pas plus mal. Vous pourrez à ce moment-là renseigner aussi. C'est bien d'avoir les infos en double. Alors, ce que je vais vous dire tout de suite, et on va se le dire, et on n'arrêtera pas de le redire, il faut que tous les élèves, ils sont combien, Laurence? 700 souvent, hein, 700, oui. 650. Il faut que tous les élèves s'inscrivent, sauf celui qui veut aller travailler l'année prochaine. Mais tous les élèves doivent s'inscrire, quel que soit le projet, même si c'est en école privée, même si c'est une formation qui n'est pas dans Parcoursup, même si c'est pour aller travailler, sait-on jamais, même si tout un tas de bonnes raisons, ils créent leur dossier Parcoursup. Parce que c'est la seule manière cette année d'être prise en charge en fait. Encore une fois, même si il ne mettra pas de vœux, il crée son dossier, il postule dans une école privée. Si l'année prochaine, il arrête son école privée, il a un numéro Parcoursup, il a un numéro de dossier Parcoursup, il pourra toujours y revenir. S'il loupe cette opportunité cette année, ça sera très compliqué pour lui de revenir dans la plateforme. Donc, il faut que tous les élèves aient un numéro de dossier Parcoursup, qui est valable 2-3 ans, le temps, voilà, le temps qu'ils s'insèrent dans l'enseignement supérieur. Et s'ils n'ont pas de candidature à mettre dans Parcoursup, ce n'est pas un problème, le système va l'ignorer, mais eux auront créé leur dossier, et c'est très important. Alors, à ce stade aussi, pour avoir les idées claires, deux notions. La notion de vœu et la notion de formation. Les vœux, ils sont simples ou multiples? J'ai fait un dessin à côté, je crois que c'est encore plus visible comme ça. Un vœu simple, son nom l'indique, il est tout seul. On va le voir, vos enfants, sur la plateforme, devront faire 10 vœux maximum. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on a des sous-vœux. Un sous-vœu peut aussi, on parle de vœux multiples, ici en orange, vous voyez. Un sous-vœu peut aussi comporter un vœu multiple peut aussi comporter 10 sous-vœux. Un vœu simple, c'est le vœu en bleu ici. Le vœu 1 est un vœu simple. Le vœu 10 est un vœu simple. Mais le vœu 2 est un vœu multiple avec, en dessous, un maximum de 10 sous-vœux. Ça peut être 1, 2, jusqu'à 10. La plateforme accepte 20 sous-vœux au maximum. C'est ce qui est écrit ici. Hein, l'étudiant, l'élève peut alterner des vœux simples et des vœux multiples composés chacun de 10 sous-vœux maximum dans une limite de 20 sous-vœux au total. Donc on peut avoir un vœu 2 avec 2 sous-vœux, un vœu 3 avec 5 sous-vœux, un vœu 4 avec 6 sous-vœux, un vœu 7 simple, etc. etc. Je panache. D'accord? Donc voilà un petit peu cette notion de vœu simple et de vœu multiple. Tout ça est clairement identifié quand votre enfant ira sur la plateforme. Hein. Il y a un décompte qui s'affiche. Enfin, tout est très bien mis en valeur sur la plateforme. Ensuite, il faut distinguer cette notion de formation sélective et non sélective. Et c'est ça un petit peu la grande nouveauté de Parcoursup par rapport à l'ancien système APB. Par définition, et c'est la notion de l'enseignement supérieur, de l'université depuis le Moyen-Âge. En fait, dès l'instant où quelqu'un a le bac, il peut prétendre à entrer dans l'enseignement supérieur. C'est comme ça, c'est une chance en France, c'est comme ça. Mais on fait quand même une distinction. Une formation sélective,
je les ai détaillés ici. Ce sont des formations où les dossiers vont être examinés à la loupe. On va revenir un petit peu pour dire un peu comment tout ça va être regardé. Les classes préparatoires, CPGE, les BTS, BUT pour Bachelor universitaire de technologie, qui remplace les DUT. On va en reparler tout à l'heure. Les bachelors, les écoles d'ingénieurs à prépa intégrée, les IFSI, les instituts de soins infirmiers, les écoles de formation des travailleurs sociaux et d'autres écoles peut-être. Là, ce sont des formations sélectives parce qu'il y a beaucoup de demandes pour très peu de dossiers. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour la classe prépa, par exemple. On avait 48 places pour Marceau pour 680 dossiers. Donc là, ce sont des formations sélectives. On n'a pas autant de places qu'on le souhaite. Et il n'y en a pas partout sur le territoire national. Et à côté de ça, on a des formations non sélectives. Par définition, ce sont toutes les licences. C'est pas compliqué. Toutes les licences, y compris les licences et les formations de médecine, de psychologie, STAPS, le droit. Tout ça, par définition, ça n'est pas sélectif. C'est le principe de l'université française. La réforme Parcoursup a introduit une notion de sélectivité malgré tout. En fait, une formation, par définition, à l'université n'est pas sélective, sauf si on a plus de demandes que de places. C'est évidemment le cas, depuis de nombreuses années, pour médecine. Par principe, ce n'est pas sélectif, médecine, mais dans la mesure où on a plus de demandes que de places possibles, en amphi et dans les différentes universités françaises, automatiquement, la formation devient sélective et on se met à classer les dossiers. Je le redis encore une fois, toutes les formations universitaires, par définition, sont non sélectives et n'importe quel élève, bac en poche, y compris un bac professionnel, bien entendu, puisque c'est le critère d'admission à l'université. Par définition, c'est non sélectif. S'il y a de la place, cet élève-là, quel que soit son parcours, ses résultats, dès l'instant où il a le bac en poche, peut entrer dans la formation. Si on a trop de demandes, et c'est souvent le cas de médecine, PACES ou LAS, c'est le cas de psycho, c'est le cas de STAPS, STAPS pour les études d'éducation physique, c'est le cas de droit, psycho, je l'ai dit. Voilà, ces 4-5 formations-là, tous les ans, année après année, depuis pas mal de temps maintenant, sont saturées. Donc, de fait, dans la mesure où il n'y a pas assez de place, ces formations qui, au départ, n'étaient pas sélectives, paf, deviennent sélectives et se mettent à classer les dossiers. Mais pour une formation d'histoire, de géographie, dès l'instant où on a de la place, il n'y a pas d'examen du dossier, en fait. Automatiquement, les élèves sont pris. Alors, on vous dit dans les conseils à côté, et on n'arrêtera pas de leur dire, parce qu'on aura au deuxième trimestre à examiner leurs vœux. Voilà, libre à eux de faire leurs 10 vœux multiples, etc. Comme ils l'entendent, on leur donnera des conseils, mais ils sont vraiment libres de faire les choix qu'ils souhaitent. Il y a quand même un conseil qu'on leur donne, et on va vraiment sans arrêt être derrière eux, pour que dans leurs 10 vœux, d'abord, ils ne fassent pas qu'un seul vœu, sauf à vouloir ne pas avoir de formation, ce qui serait dommage, sauf à avoir d'autres projets, dans une école privée, etc. Quelqu'un ne fait pas de vœux, mais ça, c'est compréhensible. Mais sinon, évidemment, on essaie d'avoir voilà, une liste assez conséquente de vœux. On n'est pas obligé d'en faire 10, si on s'arrête sur 7 vœux, mais pas n'en faire qu'un, en fait, parce que là, on se limite vraiment les possibilités. On vous disait qu'en 2021, les élèves ont fait en moyenne 9 vœux, vœux multiples compris, mais que toujours dans ces vœux, si on a sur les 9 vœux, 8 vœux sélectifs, des classes prépa, des bachelors, des écoles d'ingénieurs, on n'est pas du tout sûr d'être pris, vous l'avez bien compris, puisque les dossiers sont examinés. Dans ces 9 vœux, toujours mettre un vœu pour une formation non sélective, une licence de physique par exemple, ou de bio, enfin je ne sais pas. Parce que si on ne fait que des vœux sélectifs, dans l'ensemble des vœux de l'élève, il a un risque de n'être pris nulle part, puisque toutes les candidatures sont examinées. Donc on lui dira sans arrêt, sur tes vœux, tu mets forcément un vœu non sélectif. S'il y en a plusieurs, ce n'est pas un problème. Voilà. Alors focus un petit peu, parce que les vœux multiples, mais tout ça sera détaillé dans la procédure. Chaque fois qu'un élève cliquera sur un vœu,
pouf, une fenêtre s'affiche pour lui préciser les choses. Là, on est sur la question des vœux multiples, hein, ce vœu-là, ce vœu 2 avec la possibilité d'en rajouter en dessous. Formation dont le nombre de sous-vœux est limité à 10 par vœu multiple, dans la limite des 20, c'est ce qu'on reprend la même chose. Ce sont les BTS et les bachelors qui sont regroupés à l'échelle nationale. Ça se comprend, on n'a pas des BTS MCO partout sur le territoire national. Le BTS MCO de Bascan, si on le demande, quand l'élève va cliquer, il va avoir la possibilité de demander Bascan, mais peut-être d'autres d'autres BTS MCO, peut-être dans le 91, peut-être dans le 75, parce qu'on a très peu de BTS à l'échelle nationale, ce qui n'est pas le cas des licences en fait. Hein. Pareil pour les bachelors. Suivent le même régime les DNMAD. Les DNMAD, en fait, ce sont les formations artistiques, hein, souvent des mises à niveau. La première année, soit on a vraiment le profil, on rentre dans sa formation artistique, soit on a une première année de mise à niveau, mais là aussi, entrer dans une formation artistique en art graphique, en art visuel, enfin je ne sais pas, il n'y en a pas partout, donc forcément, pour garantir le maximum de chances pour que vos enfants puissent intégrer ces écoles-là, souvent à côté, hop, s'ouvrira une fenêtre pour lui permettre de cliquer des sous-vœux. Alors évidemment, on s'éloigne des Yvelines pour le coup, hein, mais c'est un peu le lot des étudiants. Le DCG, diplôme de compta gestion aussi, il n'y en a pas partout sur le territoire. Pour maximiser ses chances, il aura la possibilité de mettre au maximum 10 sous-vœux. Et les classes prépa, on a vu tout à l'heure la classe prépa de Marceau, mais on pourra cliquer la classe prépa de Saint-Germain-en-Laye, la classe prépa d'Ersailles, une classe prépa sur Paris. Alors, quand on a ces sous-vœux-là, on reste dans le même domaine, hein, on est bien d'accord. Quand les sous-vœux font référence à la même formation. Si j'ai cliqué classe prépa MPSI, les sous-vœux que je dois faire, je ne pourrais pas en faire autrement, ça sera bloqué par le logiciel, ce sont bien des sous-vœux en MPSI. PCSI, physique, chimie, c'est une autre formation. Hein. C'est ça un vœu en fait, hein. C'est une formation et une école. Un BTS est un vœu et une classe prépa c'est un vœu. Mais le BTS MCO à Bascan, avec en sous-vœu le BTS MCO à Cachan, le BTS MCO à Viroflay, j'invente, hein, ça ne comptera que pour un seul vœu en fait. Alors une question tout de suite. Sur les choix multiples, est-ce que ça concerne les licences de droit? Non. Je dis non, a priori non. Non, non. Je crois pas. On est vraiment, vous voyez, là j'ai le tableau qui indique vraiment ce qu'il est possible de faire. Voilà. Les vœux multiples, tels que l'a défini Parcoursup, ne concernent que ces formations sélectives. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Donc non, là, pour faire des licences de droit, il faudra faire un vœu 1, un vœu 2, un vœu 3, un vœu 4. Bon, il y a de la place quand même hein, sur des licences de droit. Là, on est vraiment sur des formations très, très contingentées. Hein. Je ne sais pas le nombre de places en MP. Bon, voilà, un amphi de droit, c'est quand même 400-500 étudiants. On me parlait de 48 à Chartres pour MPSI, donc on n'est quand même pas sur les mêmes volumes. Il ne faudra pas se limiter à une seule université de droit. Il faudra demander Cergy-Pontoise, Nanterre peut-être, et si au moins c'est du droit, on essaye de cibler. Mais vous allez voir qu'on a d'autres critères pour Paris. C'est un peu différent. Mais par principe, les sous-vœux, ce sont ces formations-là. Limitées à 10 vœux avec 20 sous-vœux au total. Et puis, on a juste à droite, parce qu'il y a toujours des exceptions à l'exception, des formations où le nombre de sous-vœux n'est pas limité. Bon, en même temps, il n'y a pas pléthore d'écoles en France. Les IFSI, bon, ben là, on n'est pas limité à 10, mais en même temps, les IFSI, les instituts de soins infirmiers, sont rattachés à des hôpitaux. Et bon, voilà, il y a des hôpitaux universitaires dans toutes les régions, mais il y en a peut-être une vingtaine en France. Donc voilà, on peut peut-être rajouter les 20 IFSI français, si vous voulez, mais il faut être prêt à partir n'importe où, là, pour le coup. Hein. Mais il y a l'IFSI de Rambouillet, par exemple, l'IFSI de Versailles. Voilà, on a un IFSI en général rattaché à tous les centres hospitaliers. Mais on n'a pas beaucoup d'IFSI sur le territoire national. Hein, c'est vraiment les grands centres hospitaliers universitaires.
Les écoles de formation et travailleurs sociaux, c'est pareil, il n'y en a pas partout, donc là, on peut vraiment postuler large. Pareil pour les écoles d'ingénieurs et de commerce, vous voyez, voilà un peu le détail. Le réseau Sciences Po, ben, il y a 7 écoles, donc quand vous allez cliquer sur Sciences Po IEP, ben, vous pourrez toutes les cocher. Il n'est pas nécessaire de cocher Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain, hein. On peut se limiter. Mais voilà, vous voyez, il n'y en a pas. Sciences Po Paris, c'est un peu à part. Il y a Sciences Po Paris, et puis l'autre réseau des IEP, les instituts d'études politiques, hein, qui sont au nombre de 7, on peut toutes les cocher. Voilà. Les parcours spécifiques Accès Santé en Île-de-France, là aussi, il y a tellement de demandes. Alors là, les accès santé, c'est les études de médecine, hein. Parcours passe pour parcours accès santé. Là, il n'y a pas de limite. On peut demander vraiment, vous voyez, alors le droit, non, malheureusement. La seule licence qui ouvre droit à ces vœux multiples et même de manière illimitée, là, j'ai envie de vous dire, c'est la licence de médecine, hein, le parcours accès santé. Et puis les écoles vétérinaires, ben, je crois qu'elles sont au nombre de 3 ou 4 au niveau national. Donc là, il vaut mieux les cocher toutes si on veut faire veto, hein. Voire faire une classe prépa, BPST avant. Voilà pour ces vœux multiples. Un petit focus parce que, bon voilà, cette année encore 2022, j'imagine que nombreux sont nos élèves qui veulent faire médecine. Alors il y avait un véritable engorgement dans l'ancien système. On parlait de PACES, qui était l'ancien format, où les élèves s'inscrivaient en première année de médecine. D'abord, il fallait rentrer en première année, les amphis étaient saturés. Et puis, il y avait un espèce de couperet qui passait en fin de première année. Puis, soit on l'avait, ben, tant mieux, mais il y avait très très peu d'étudiants qui l'obtenaient. Certains, quand on était bien classé dans les centaines de milliers de candidatures, hein, j'exagère, mais à peine, certains étaient autorisés à redoubler quand on était dans, voilà, quand on l'avait échoué de peu. Et puis les autres se retrouvaient sans rien, ils avaient perdu une année. Et donc depuis 2020, on a changé un peu le système. Il y en a 2 moyens d'accès depuis 2020 aux études de médecine. On a l'AS, qui est une licence accès santé, et PAS, dont on vient de parler, qui est le parcours accès santé. Alors les deux conduisent à des études de médecine, avec une nuance. La licence d'accès santé, ben, c'est une licence de psycho, par exemple, comme majeur. L'élève s'engage dans un parcours de psychologie et il a des modules. Dans sa formation, on parle de mineur spécifique médecine. À la fin de ce parcours, en licence, 2 cas de figure. Dans le cas de Sonia ici présent, elle réussit, elle valide son admission en médecine et elle part en médecine. Oh, pardon. Et elle part en médecine. Ou alors, elle a réussi, hein, elle pouvait partir tout de suite en médecine, ou alors elle décide de continuer, dans son cas, ses études de chimie. Et en fin de 2e année, pareil, elle peut décider soit de continuer sa chimie en 3e année, soit de s'orienter directement en médecine après sa 2e année. Et elle intègre comme ça son parcours de médecine. En LAS, si elle échoue sa première année, elle peut redoubler cette première année. Hein, si elle échoue cette première année, elle n'est pas validée, elle peut redoubler cette première année en LAS chimie, et elle pourra, si elle réussit l'année suivante, être admise en médecine, ou continuer. Ou alors, elle peut directement se réorienter. C'est une première modalité pour avoir accès à des études de médecine. Vous voyez, c'est un parcours sécurisé, ce qu'on n'avait pas avant. Et puis, il y a l'autre modalité qui est PASS, qui est un peu la montagne raide, là. Hein, parce que là, vous voyez, si on échoue, on n'a pas 50 possibilités. Donc, pour cet élève qui a choisi là, en PASS, voilà, c'est vraiment, on s'engage dans des études de médecine, c'est clair. Donc, la majeure, hein, l'essentiel de la formation est orienté médecine, là. Mais on demande quand même aux élèves la première année d'avoir une mineure en psycho, par exemple. Ou, enfin, bref, un autre module de formation qui lui permet de se réorienter si vraiment il échoue. Donc, dans le cas de cet élève en PASS, il réussit brillamment sa première année, ben, il commence vraiment médecine. Sinon, il continue sur cette modalité-là, en gardant une mineure en lettres, dans ce cas-là,
Et pareil, en fin de deuxième année, il peut postuler ou continuer son parcours de lettres, pourquoi pas, un élève très éclectique. Mais par contre, dans ce format-ci, passe, s'il échoue sa première année, hein, on disait qu'il y a une sélection toujours, forcément, il y a toujours une sélection, il y a tellement de demandes. Mais là, quand on choisit ce format d'études, passe, s'il échoue en fin de première année, il n'a pas le choix, il doit repartir en L1 quelque part. Donc il repostule dans Parcoursup, là, pour une autre licence, qui ne sera pas PASS ou LAS. D'accord? Voilà. Mais si vous allez dans les portes ouvertes, tout ça est très bien expliqué. Alors, non pas que ça ait tout réglé, hein, et pourtant on est dans des déserts médicaux, hein, tout ça c'est le numerus clausus aussi. Hein. On n'a pas, malheureusement, pas autant de places que d'étudiants qui souhaiteraient suivre médecine, donc tous les ans, mais c'est vrai de médecine, donc là on a pris le problème à bras-le-corps avec la CEPAS, mais tous les ans, on a beaucoup plus de demandes en psycho. Ben, voilà, les élèves qui ne passent pas en psycho doivent s'orienter dans autre chose. On a aussi un engorgement dans les métiers du droit, dans les formations de droit, et STAPS, hein, les formations de l'éducation physique sont tout le temps. Psycho, à certains moments, je crois que ça l'est encore, psycho est assez engorgé. Voilà, c'est les 4-5 formations qui, depuis de nombreuses années, font le plein. Hein. Je crois qu'à l'époque, on a basculé sur Parcoursup, les stats que nous avions, c'était que 50% des jeunes s'engageaient dans ces formations-là. Ben voilà, tout le monde ne peut pas être médecin, psychologue ou professeur d'éducation physique. Un petit mot sur les bachelors aussi. Bachelors qui succèdent au DUT. De mon temps, c'était des diplômes universitaires de technologie qui s'enseignaient à l'IUT, Institut universitaire de technologie, qui sont toujours rattachés à l'université. Ici, sur Rambouillet, on a l'IUT de Rambouillet, tertiaire, hein, avec les formations commerciales, management tertiaire, rattaché à l'université à UVSQ, à l'université de Saint-Quentin. L'IUT de Saint-Quentin à vocation industrielle, électrotechnique, mécanique, c'est Vélizy, mais ces deux IUT font la même entité, sont rattachés à l'UVSQ. Bref, tout ça pour vous dire qu'en tout cas, ces DUT, qu'on a un peu partout sur le territoire national, avec plus d'une centaine de formations, se sont transformés l'an dernier. Maintenant, on parle de bachelor, donc c'est tout à fait intéressant. Le bachelor, c'est 3 ans. On est en train de s'aligner sur le système de formation européen. Il n'y a que nous qui avons des formations en France. Dans le modèle européen, il n'y a que nous qui avons des formations à Bac+2. Les classes prépa, c'est vraiment une exception française. Il n'y en a pas nulle part ailleurs dans le monde, ce qui nous vaut d'abord de bons ingénieurs, hein, qui sont reconnus et parfois débauchés pour aller travailler à l'étranger. Mais des formations en 2 ans, il n'y a qu'en France. Sinon, vous savez, on est dans le système LMD, licence 3 ans, master 5 ans, et puis le doctorat à Bac+, au-delà de Bac+5, hein, 6, 7 et autres. Donc voilà, à l'IUT, en fait, on vient de s'aligner depuis 1 an, on vient de s'aligner sur le système européen. Donc le DUT n'existe plus, il est remplacé par ce bachelor. Alors là, on a une formation universitaire technologique de bon niveau. Hein. Quand on sort avec un bachelor, Bac+3 technologique, pour des formations commerciales ou alors industrielles, on a vraiment un diplôme intéressant, monnayable sur le marché du travail, vraiment qu'on peut faire valoir, avec 2 possibilités. Après ce bachelor, soit on s'insère dans la vie professionnelle, encore une fois avec un bon niveau de formation, opérationnel en plus, soit on peut continuer en école d'ingénieur ou de commerce. Hein, voilà un petit peu Donc on est sur des études professionnalisantes. Une licence d'histoire, il faut encore poursuivre un master avant de commencer à trouver des débouchés dans ce domaine-là, en géographie, en aménagement du territoire. Un bachelor est professionnalisant, donc c'est quand même une formation tout à fait intéressante. Hein. Le bachelor accueille des élèves qui viennent pour moitié de la voie générale et pour moitié de la voie technologique, et très très peu pour la voie professionnelle. On le disait dans les conférences d'octobre, pour la voie professionnelle, c'est davantage les BTS. Un focus sur les secteurs géographiques. Pour vous dire qu'on n'a pas de sectorisation en fait, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, on l'a bien vu sur la carte de France dans Parcoursup, on demande des formations n'importe où en France. Et on a les mêmes chances d'entrée, à quelques nuances près,
pour aller sur Marseille que quelqu'un qui est de l'Académie Aix-Marseille, par exemple, hein. Il n'y a pas de sectorisation. Par contre, le dossier scolaire, lui, va compter, hein. Sauf, encore une fois, toujours des exceptions qui confirment la règle, sauf, on l'a dit tout à l'heure, pour des formations non sélectives de type licence ou passe. C'est le cas, on l'a dit tout à l'heure. Les lycéens peuvent faire des vœux dans leur académie ou en dehors, lorsque la licence ou le PASS, le parcours accès santé, est très demandé. Une priorité peut être demandée par le recteur d'académie. C'est évidemment le cas pour PASS Île-de-France. Ce n'est pas exclusivement réservé à des étudiants de la région parisienne, mais le recteur peut très bien dire, alors c'est vrai pour PASS, mais c'est vrai pour psycho, c'est vrai pour un BTS donné ou pour un bachelor, le recteur peut dire, cette formation est tellement demandée, le recteur de la région académique Île-de-France, hein, qui regroupe les 3 académies, Paris, Créteil, Créteil et Versailles, le recteur de la région académique Île-de-France peut très bien décréter que pour Île-de-France, psycho, par exemple, 70% des candidatures pour psycho doivent absolument venir de la région parisienne. Et on laisse 30% pour les élèves qui viendraient de province. Bon, voilà, c'est vraiment très rare, c'est vraiment quand les formations sont sous tension. Donc. Et ça, je ne peux pas vous le dire à l'avance, on le sait quand les élèves candidatent. Mais d'emblée, sachez que bon, on est en région parisienne, donc on est plutôt favorisé si on veut rester sur Paris. Pour toutes les formations dont je vous parlais, PASS ou LAS, psycho, STAPS et droit, nos élèves, nos enfants, vos enfants et nos élèves seront prioritaires pour intégrer les universités de la région parisienne. Et on dit à côté, à droite, sectorisation géographique en Île-de-France, il n'est fait aucune distinction entre les 3 académies. Ça aussi, c'est intéressant. Alors oui, évidemment, si on habite Rambouillet et qu'on obtient quelque chose sur l'académie de Créteil, c'est loin, mais en même temps, voilà, il n'y a pas de sectorisation. Je ne sais pas, moi, sur Cergy-Pontoise, on ne prendra pas les élèves du Val d'Oise en priorité. Nos élèves seront à la même hauteur, hein, à dossier égal, s'entend, bien entendu. Donc, pas d'exception. Alors là, après, c'est des choses tout à fait particulières en dessous, ce n'est pas la peine de détailler. Donc voilà, pour Paris, quand on va candidater pour des licences, quand elles sont très en tension, ben voilà, il faut être prêt à s'éloigner un petit peu aussi, hein. Ça, c'est le grand enseignement de Parcoursup. De mon temps, c'était moins ça, on s'éloignait beaucoup moins, mais c'est vrai que quand on a reçu pour la remise du bac nos anciens élèves, ils sont partout. Ils sont partout, partout en France. Ils y sont heureux, hein, bien entendu, mais ils sont très mobiles. Je crois que c'est le dernier point avant de se faire une petite coupure et de rentrer dans l'algorithme. La césure. C'est une modalité qui a été introduite aussi par Parcoursup. La césure, c'est se faire une année de rupture, hein, césure, coupure. Autrefois, les élèves pouvaient faire une coupure, mais elle n'était pas comptabilisée, en fait. Cette notion de césure, en fait, elle est prise en compte dans Parcoursup, donc elle est intéressante. Alors, toutes les formations ne proposent pas une césure. Quand votre enfant mettra un vœu, d'abord, ça sera détaillé dans la fiche de la formation, et au moment où il cliquera sur ce vœu, si une césure est possible, ça lui sera indiqué. C'est quoi faire une césure? C'est de se dire, après mon bac, je m'accorde une année pour aller mener mon projet, je ne sais pas, en Amérique centrale, d'aide humanitaire ou je ne sais pas, et seulement à mon retour, l'année suivante, j'engagerai ma formation. On a tout à fait ce genre de parcours pour mener un projet linguistique, humain, enfin, etc. L'intérêt, quand on fait cette demande de césure, d'abord, il faut la demander, il faut qu'elle soit acceptée, donc il y a une argumentation à produire au niveau de l'université pour l'examen du dossier. C'est la garantie, quand on revient, d'abord c'est d'être garanti d'être étudiant, d'être accepté dans la formation et que la place soit conservée surtout. Donc voilà, c'est une procédure un peu annexe, mais qui est tout à fait intéressante. Si votre enfant a pour projet de faire cette césure, il candidate pour une licence de psycho, par exemple, il demande sa césure, tout le monde ne le propose pas, mais si la formation est proposée, il peut faire cette césure, partir faire son projet à l'étranger, par exemple, revenir un an après, il démarre sa licence de psychologie. Voilà, avec tout ce qui lui est accordé, droit à bourse conservé, statut d'étudiant,
Et voilà, pas besoin de se réinscrire, mais après, il engage sa première année. C'est ça, une césure. Encore une fois, ça sera précisé sur la fiche de la formation. Allez, on va rentrer dans le moteur maintenant, parce que c'est ça qui nous intéresse. Comment sont classés les dossiers et que voit l'enseignement supérieur de mon enfant? Ben, c'est exactement la procédure. Donc, on avait dit jusqu'au 29 mars. Jusqu'au 29 mars, donc, on rajoute des candidatures, on en enlève. Là, c'est très libre. Hein, du 20 janvier au 29 mars, on en rajoute, on supprime, on se reconnecte autant qu'on le souhaite, aucun souci. Et puis, on aura jusqu'au 7 avril, on ne pourra pas rajouter des vœux, mais on complète son dossier. Alors, qu'est-ce que c'est que de finaliser son dossier jusqu'au 7 avril inclus? Et il faut faire attention, il faudra bien mettre tout ce qu'on leur demande. Cette fameuse lettre de motivation. Pour chacun de leurs vœux, les 10, 15 vœux qui auront été formés dans Parcoursup, votre enfant doit motiver son vœu. Alors bon, on peut faire des copier-coller, mais autant être sincère, j'aimerais intégrer cette formation parce que j'ai tel projet. À Lorient, ça m'intéresse parce que j'aimerais travailler dans les métiers de la mer, sportif, aquatique, enfin je sais pas. J'avance un petit peu en même temps que je vous parle, mais plus on sera sincère, plus voilà, on a quelque chose. Quand ça devient sélectif, encore une fois, tout sera lu. Avec attention, je le vois pour mes BTS, on le sait pour des classes prépa, on le sait pour des bachelors. On va prendre le temps d'aller regarder tous ces dossiers. Ma foi, si on est sur une licence qui est non sélective, ça ne sera jamais regardé. Donc bon, là, on peut s'en dédouaner. En tout cas, il y a une lettre de motivation à formuler pour chaque vœu. Il y a des conseils sur la plateforme Parcoursup, ils peuvent demander à leur professeur. J'ai envie de vous dire que vous pouvez les relire, vous les parents. Hein, laisser des fautes d'orthographe, des formules approximatives, grammaticales, ça fait mauvais effet. Donc on vraiment, on fait attention à ce qu'on écrit parce que ça peut être lu. Il y a une rubrique préférences et autres projets. Donc c'est intéressant et elle est obligatoire, hein, elle n'est pas facultative. Il faudra vraiment compléter cette rubrique. Certaines formations demandent des pièces complémentaires. Ça peut être des brevets divers. Je ne sais pas, pour des formations STAPS, peut-être que des formations peuvent demander le BAFA, enfin je ne sais pas. Hein. Ça peut être facultatif, mais parfois on peut demander des pièces en plus. Il faudra le compléter. Certaines demandent aussi centre d'intérêt, c'est facultatif. Et certaines formations, notamment en droit et en sciences, certaines universités peuvent mettre en place des questionnaires en ligne. Et votre enfant ne pourra pas valider son inscription s'il n'a pas procédé, sous forme de QCM en général, s'il n'est pas passé sur la plateforme qui délivre une attestation. C'est simplement pour calibrer un petit peu, vous voyez, hein, l'attestation de passation du questionnaire pour des vœux en licence de droit et de sciences. Clairement, il met un vœu, hop, ok, c'est peut-être enregistré, mais c'est en suspens, et il sera automatiquement aiguillé sur une plateforme mise en place par l'université pour aller voir si nécessairement il a les prérequis pour s'engager dans une licence de droit, par exemple. S'il valide, la plateforme lui délivre une attestation qu'il devra aller renseigner en Parcoursup pour valider son vœu. Vous voyez, c'est un petit peu pour sélectionner les candidatures parce que sinon, tout le monde peut rentrer. Hein. Les résultats n'appartiennent qu'au seul candidat, pas de transmission aux universités, mais il doit l'inscrire. Alors attention, il faut confirmer chacun des vœux avant le 7 avril, et puis on rappelle que le 29 mars, date butoir. Mais nous, on a une vision de tout ça. Hein. Et c'est vrai qu'une semaine avant, moi, je renverrai aux professeurs principaux, au CPE, l'état d'inscription des élèves, et on va un peu leur casser les pieds. Ne soyez pas inquiets. Et il faudra vraiment qu'ils expliquent pourquoi ils n'ont pas fait de vœux. Et certains nous diront, mais monsieur, c'est parce que je postule dans une école d'art qui n'est pas dans Parcoursup. Très bien, et on le laissera tomber là. Mais sinon, on ne les lâchera pas. Alors, rubrique préférences et autres projets, ces préférences parmi les vœux formulés pour un domaine particulier. Ces formations, en fait, elles sont... Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah, enfin, si le mec il veut faire une autre formation, peut-être qu'on va l'écarter. Non, ça sera vraiment nécessaire, comme c'est écrit là, pour la commission d'accès à l'enseignement supérieur au cas où il n'est pas obtenu satisfaction. Donc, c'est vraiment pas vu des formations, ça. C'est vraiment, hein, on le dira tout à l'heure, si vraiment,
au 15 juillet, même au 15 juin, je crois. Si au 15 juin, il n'a aucune proposition, c'est-à-dire vraiment assez vite dans la procédure, une commission académique prendra le relais, le contactera pour revoir avec lui le CV et lui faire des propositions. Et donc cette CAES, Commission d'accès à l'enseignement supérieur, à partir de ce qu'il aura formulé dans ses préférences, le contactera pour l'accompagner en fait. Voilà, donc voilà pour cette rubrique préférences. Et puis autre centre d'intérêt, renseigne des informations qui ne sont pas liées à sa scolarité, mais c'est un peu ce qu'on a dit, que ce soit sur son lieu de résidence, sur ses projets, sur ses capacités, sur ce qu'il a fait. Souvent, on dit à nos élèves qui sont engagés dans les associations, qui ont été délégués de classe, de renseigner cette rubrique. Alors, il n'y a pas d'attestation à mettre, hein, ils ne pourront pas, mais ils pourront indiquer un petit peu tout leur parcours, s'ils ont été jeunes sapeurs-pompiers, JSP, jeunes pompiers volontaires, s'ils ont, voilà, enfin, s'ils sont entraîneurs, enfin, tout ce qui peut vraiment mettre en valeur, c'est ce qui fera un petit peu la distinction dans ces formations sélectives entre deux candidats. Et encore une fois, c'est forcément lu. Je vais vous montrer comment. Ben, nous y voilà. Bulletin scolaire et la fiche à venir. Hein, depuis 2 ans, vous savez maintenant, depuis qu'ils sont en première, que tout sera vu. Leur bulletin sera vu, hein, leur couleur de cheveux peut-être pas, mais on n'est pas dans cette discrimination-là. Mais tout ce qui concerne leur parcours scolaire au lycée est vu et je vais vous montrer en quoi. Donc on le disait depuis l'an passé, leurs 3 bulletins ou 2, hein, si on est en semestre, c'est la même chose. Leurs bulletins de première sont visibles dans Parcoursup. Et leur année de terminale. Alors dans leur année de terminale, les 2 premiers trimestres. Et c'est un peu ce qu'on a refait cette année. Vous avez vu, on avait commencé l'année en semestre, on a rebasculé en trimestre. Enfin, on a commencé en trimestre. Hein. Ce n'était pas le cas l'an passé. En fait, on s'est rendu compte que si on travaille en semestre, nos élèves sont un peu défavorisés. Alors, il y a des lycées qui sont en semestre. Hein. Mais je sais qu'en classe prépa notamment, ils sont très sensibles à la progression d'élèves. Si on ne travaille qu'en semestre, dans la mesure où on va faire remonter ça là, au mois de mars-avril, quand on est en semestre, il n'y a que le semestre de janvier. En trimestre, on aura 2 bulletins dans Parcoursup en terminale. Et ça, c'est intéressant. Si un élève est capable de montrer une progression dans le bon sens, ça va sans dire. Quand on est sur des formations sélectives en classe prépa, je sais, c'est vraiment regardé. Un élève qui commence à 12, par exemple en maths, et qui arrive à 14 au 2e trimestre, clairement, c'est très positif. Hein. On est vraiment sur ces profils-là. Donc, les 2 trimestres sont vus. Avec les appréciations, on va les regarder. Ça, les bulletins sont présents dans Parcoursup. Et puis, il y a cette fameuse fiche à venir qu'on va aller regarder, l'ensemble du dossier. Fiche à venir, c'est l'appréciation qui est portée sur votre enfant en termes de capacité, de compétences sur l'année de terminale. Alors, le mieux, hein, c'est comme pour le fromage, c'est d'aller, ou le vin, mais le fromage, hein, à cette heure-là, le fromage, le mieux, c'est d'aller regarder à quoi ça ressemble, la fiche à venir. Alors, je vous le dis, pourquoi j'ai des fiches à venir sous la main, ben parce qu'on est un établissement d'enseignement supérieur, puisqu'il a des BTS. Donc voilà, une candidature. Alors sachez que pour ce BTS MCO, Management Commercial Opérationnel, présent à Bascan, 35 places, c'est 800 candidatures. Voilà ce que c'est qu'une formation sélective. Donc concrètement, il se passe quoi? Quand la plateforme va être fermée le 7 avril, je vais, moi, recevoir les 800 dossiers. Alors, je les reçois de manière télématique, hein, je dirais les télécharger, et j'ai 800 fois ça. D'accord? On va aller dans le détail, regarder. Alors, je pourrais extraire les notes dans un fichier Excel, et je vais réunir des commissions, je vais faire une présélection au regard des notes. J'ai un algorithme dans Parcoursup qui me permettra, sur cette formation de MCO, d'aller dire, quand MCO, dans les notes des candidats, je vais coefficienter les notes. Je vais dire que le français est très important, que la philo, c'est coef 5, que les langues vivantes, c'est coef 5, que les maths, c'est coef 2 pour nous, par exemple. Vous voyez? Et je vais comme ça, déjà, faire un premier classement à partir des notes qui seront présentes sur les bulletins. On va voir tout à l'heure, moi je vais le dérouler tout de suite, hein. On voit aussi que j'ai dans le dossier Parcoursup de l'élève ces notes de français. Ça aussi, ça dit des choses quand même. Bah, voilà un candidat qui a eu 12, bon, bah, c'est honorable, c'est mieux que 10 ou que 8.
Bah, je pourrais, là aussi, dans l'algorithme que moi je vais mettre en place à Bascan, aller classer et discriminant sur les notes obtenues à l'écrit et à l'oral. Je considère que pour MCO, de savoir s'exprimer à l'oral, d'avoir un bon français, une bonne capacité linguistique française, c'est intéressant. Et puis là où l'élève n'a pas, c'est un élève de terminale, là, donc tout ça est inscrit, tous ces enseignements, bon voilà, il y a un 5,5, alors là, c'était l'an passé où on avait déjà des E3C. Là, bon, il y a des choses qui n'étaient pas très bonnes. Il n'y a plus de 3C maintenant, tout se passe en contrôle continu. Vous voyez, on y a pas mal de choses. On y retrouve, donc c'est un élève du 28 là, hein, peut-être de Chartres, d'un peu plus loin, qui a demandé à rentrer à Bascan en MCO. Il était en terminale générale, je crois, cet élève. Non, on l'a vu tout à l'heure. Et je retrouve tout son parcours. Alors là, c'est des données générales sur son parcours. Lui, il a renseigné déjà hein, ses centres d'intérêt, il l'a pas saisi par, il nous parle d'un stage en boulangerie, stage en pharmacie, il a fait des séjours en Angleterre, en Espagne, pardon, il aime le karaté. Enfin, vous voyez, bon, bref, on y voit tout son parcours de la seconde à la 5e, 4e, 3e, 4e, je crois, non, ça s'arrête à 4e. Voilà, ça c'était la première partie du dossier. Deuxième partie, on y retrouve dans l'autre sens, mais ces bulletins de terminale d'abord, on voit ces 2 trimestres de terminale. Alors qu'est-ce qu'on voit? Bah, tout ce que les bulletins que vous avez en main, hein, sa moyenne à lui, la moyenne de la classe, la moyenne la plus haute et la moyenne la plus basse. Ça dit déjà pas mal de choses. Hein. Tout ça, moi je récupère tout ça dans un fichier Excel et sachez voilà, que tout ça est coefficienté, donc tout dépend de la formation. Si on est dans une formation type scientifique, école d'ingénieur, eh ben, on veut mettre coef 10 en maths. 5 en 8 en physique pour classer les candidatures. Mais sachez que quand on est sur une formation sélective, tout ça, mesdames et messieurs, est regardé à la loupe. Et pour avoir piloté des classes préparatoires, alors sans vous faire peur, hein, des classes préparatoires sur un autre établissement, ben, quand on réunit la commission, parce qu'il y a ce premier classement que l'on fait de manière algorithmique, et ensuite, sur tous les dossiers que l'on retient, on a dit 800 dossiers, on n'examine pas 800 dossiers. Il y a vraiment des dossiers que j'écarte tout de suite parce qu'ils n'ont pas le bon profil, parce que le niveau est trop faible. On en retient 400, par exemple, qu'on va classer. Je réunis une après-midi toute l'équipe du BTS-MCO, mais c'est vrai en prépa, c'est vrai en bachelor, c'est vrai dans toutes les formations sélectives ou les licences qui deviennent sélectives. Hein. Je réunis tous les profs de BTS et je distribue les dossiers et on vient regarder à la loupe ce que vous voyez à l'écran. On ira regarder les bulletins et je vous dis tout de suite que si on voit chahut, absentéiste, tout ça est du plus mauvais effet, vous vous en doutez bien, il y a en classe prépa et ça s'entend en même temps. En BTS, en classe prépa MPSI, ils sont forcément bons en maths, sinon ils ne seraient pas là, forcément bons en physique, sinon ils ne seraient pas là. Eh ben, on fait de la discrimination sur les langues vivantes, sur la culture générale, la philo par exemple. Et j'ai vu d'excellents dossiers d'un point de vue scientifique écartés en MPSI parce que le professeur d'anglais s'y opposait en disant non, c'est trop fragile, il n'est pas sérieux. Bon, on est dans des cas extrêmes, hein, mais je sais qu'en BTS-MCO, voilà, j'ai 800 dossiers, 35 places, tout ce qui peut classer les candidats entre eux seront classés. Parce qu'à l'issue de ce classement, là, quand j'ai réuni ma commission, eh ben, j'aurai un numéro 1, un numéro 2, 3, 4, 10, 200, 250, 400 si on a classé 400 dossiers. Et ces dossiers classés, c'est ceux pour lesquels, dans Parcoursup, on va dire oui, vous êtes admis, enfin, vous pouvez candidater, mais les élèves, en fait, vont être appelés dans leur ordre de classement. Autrement dit, on va Parcoursup le 3 juin, c'est le 3 juin la première, le 2 juin, le premier jour d'ouverture de Parcoursup, va appeler les 35 premiers. Si les 35 premiers disent oui à Bascan, c'est terminé, le 36e ne viendra jamais à Bascan. Bon, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, bien évidemment, parce que en même temps qu'il a mis Bascan, cet élève, il leur a mis autre chose. Il va dire oui à autre chose, il dira non à Bascan, mais les élèves vont remonter dans le classement. Mais les élèves, quand on est sur des formations sélectives, ils sont appelés dans l'ordre de leur classement. Donc, je répète, sélectif, BTS, bachelor, classe prépa, DNMAD, enfin toutes ces formations très contingentées. Quand on est sur une formation en licence, là il n'y a pas de classement,
ils ont des propositions d'admission, ils vont pouvoir rentrer. Je reviens à ce que je précisais là. Donc, vous voyez un petit peu tout ce qui est dit. Hein, on y voit les bulletins. Donc là, on arrive maintenant au bulletin de première, donc les 3 trimestres, dans toutes les disciplines, leurs spécialités, etc., etc. Maths spéciales, NSI, SVT pour cet élève, et on y voit les notes, la moyenne. Donc tout ça, encore une fois, est regardé. Dernière partie du dossier, la fiche à venir. C'est ça, la fiche à venir dont on parle. Ben, cette fiche à venir, elle est renseignée à l'année de terminale. La moyenne que l'on voit là, c'est la moyenne sur l'année de terminale, sur les 2 trimestres. On y voit l'effectif de la classe, et là aussi, ça dit des choses. Hein, un élève qui est 30e sur 31, on ne va pas se le cacher, c'est pas très bon. Ça va de soi. Et quand on est sur des formations type classe d'ingénieur, etc., bah ça, c'est aussi vraiment pris en compte. Et puis pour finir donc on y met, alors là, je crois que, non, pour ce lycée, vous voyez, on faisait vraiment l'amalgame des appréciations des 2 trimestres. Ce n'est pas le cas à Bascan. À Bascan, les professeurs iront remettre une appréciation littérale, j'ai oublié de le dire, toujours bienveillante. Ça va de soi. Franchement, on ira toujours accompagner vos enfants et être dans l'accompagnement. On ne pourrait mettre des réserves, on va voir sur la dernière partie de la fiche à venir, que quand vraiment c'est très éloigné. On ne peut pas raconter tout à fait n'importe quoi non plus. Si un élève est vraiment très fragile et qu'il est très éloigné de l'objectif d'une classe prépa, par exemple, on ira dire, on émet un avis réservé, le niveau nous semble fragile. On lui aura dit et redit à votre enfant. Mais on ne peut pas les dire absolument démontré, hein, vous voyez un petit peu. On a aussi une question de crédibilité à l'égard de l'enseignement supérieur. Mais au-delà de cette fiche à venir, où nous, on va les renseigner en face de sa moyenne et de son rang de classement, on a aussi quelques critères qui sont remplis ici en conseil de classe. Vous voyez, méthode de travail, bah, c'est pas très flatteur, un peu démontré. Autonomie assez satisfaisante. Alors, ça va de peu démontré à très satisfaisant. Hein. Et puis, le chef d'établissement que je suis ou que nous sommes, on ira émettre des appréciations qui est la capacité de l'élève à réussir dans l'information. Là, peut démontrer clairement, cet élève ne s'est pas donné les moyens de réussir. Bon, c'est vraiment très marginal quand on a ce genre d'appréciation. Encore une fois, à Bascan, on est plutôt dans l'accompagnement. Hein. Donc voilà, votre enfant aura ça. C'est ça qui va le suivre. Cette fiche à venir, c'est pas autre chose que ça. Donc il y a une grande partie des choses qu'il connaît déjà, hein. Première et terminale, ses notes de bac qu'il les connaît. Il n'y a que cette partie-là qu'il verra, je crois, Laurence, il le voit, hein, la fiche à venir, il la voit. 26 mai, votre enfant aura accès à ce qui aura été dit sur cette partie-là, la dernière partie, l'appréciation qui sera mise sur sa candidature. Alors on fait ce travail-là pour chacune des candidatures, parce qu'on peut dire que c'est tout à fait favorable ou démontré sur ses capacités à réussir pour un BTS, et puis à être plus réservé pour une classe prépa, par exemple. Donc c'est vrai qu'on ira, alors souvent, les vœux sont cohérents, on demande plusieurs classes prépa parce qu'on est plutôt dans ce profil-là, c'est souvent redondant, mais dans l'absolu, on peut aller différencier nos appréciations selon les formations qui sont demandées. Il y a des questions en même temps, Laurence, que tu veux, ou tu peux les dire à haute voix et on répond en même temps si on est dessus. Non, tout le monde en profite. Je réponds en même temps dans le chat. Donc, il y avait, certains voulaient savoir si ce qui était consultable par les écoles, donc les bulletins, la fiche à venir, les motivations des élèves. Ça, c'est pour toutes les formations, quelles que soient les formations. Il y avait une question. Après, il y a des pièces complémentaires qui sont peut-être demandées. Mais cette fiche à venir, toutes les formations voient la même chose. C'est exactement ce que je suis en train de faire défiler à l'écran. Tout le monde voit la même chose. Voilà. Et la motivation des vœux par les élèves et les bulletins. Je rappelle aussi, pour pas qu'il y ait de confusion, que les bulletins, les notes sur le bulletin ne sont pas coefficientées. Absolument. Je l'ai mis dans le chat. Absolument. Mais ce que vous a indiqué, monsieur le proviseur, ce sont chaque établissement, en fonction des filières sélectives et de la formation, peut coefficienter la formation en fonction des attendus de la formation. Donc, qu'il n'y ait pas de confusion. Je m'arrête 2 minutes, c'est super important. Soyez rassurés, vous voyez, à aucun moment, on ne voit de coefficient là. Heureusement d'ailleurs, parce qu'à Bascan, vous savez bien que les bulletins des élèves de terminale, cette année, sont coefficientés. On a essayé de faire un bulletin qui soit à l'image du bac. Ce n'est pas le bac, mais pour que les élèves s'y retrouvent, voilà, à Bascan, leur spécialité en terminale, c'est quoi F16 dans le bulletin?
si vous comprenez bien la notion de coefficient, ça ne joue que sur la moyenne générale. Il n'y a pas de moyenne générale ici. Il y a d'ailleurs des lycées qui n'ont pas de moyenne générale dans leur bulletin, hein. Ils prennent une note brute. Donc ce qui est remonté dans Parcoursup, et fort heureusement, ne tient pas compte des moyennes et des coefficients qui sont propres à chaque établissement. Ce qui remonte, c'est la moyenne brute. Cet élève, il aurait 14,25 dans cet établissement, s'il a eu 14,25 à Bascan, c'était la même chose. Donc c'est absolument fondamental de comprendre ça, hein. Alors évidemment, ce qui est regardé là dans le bulletin, et ça, croyez-moi, on y fait attention, c'est la moyenne de l'élève par rapport à la moyenne de la classe. C'est la moyenne de l'élève par rapport à la moyenne la plus haute, la plus basse. S'il a la note la plus faible de la classe, c'est pas très bon signe. Si, encore une fois, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il est 30e sur 31e, ça dit des choses aussi. Mais croyez-moi que ce sont des critères dans les formations sélectives qui sont vraiment regardés de près. Voilà, à tout seigneur, tout honneur, malheureusement, c'est un peu comme ça aussi, hein. Pour des formations sélectives, quand c'est pas sélectif, l'université, il n'y a aucun problème, c'est pas classé. Sauf PASS, sauf Psycho, sauf STAPS, où là, c'est classé. Alors, il y avait une question, une précision par rapport à l'examen des dossiers en psycho. En fait, la question c'était, est-ce que quand on a 600 dossiers, on peut véritablement regarder? Alors, chaque université a ses protocoles pour examiner les dossiers et en fonction, alors, il y a certaines universités, c'est pas, enfin, ils vont avoir 3000, 5000 dossiers à examiner. 6000 à Nanterre. 6000 à Orsay pour médecine. Exactement. Ils savent pertinemment, alors, dans certaines universités, ils savent pertinemment, ils écartent d'emblée, comme vous le disiez, monsieur le proviseur, pour BTS, les dossiers les plus faibles. Et ils s'intéressent, suivant certains, enfin, c'est dans cette université-là, c'est le protocole qui se sont donnés. Les très bons dossiers sont tout de suite pris parce que les très bonnes moyennes, ils ne vont même pas regarder. Par contre, ils vont s'intéresser à la moyenne des dossiers où là, ils se fixent une fourchette et ils regardent précisément les dossiers dans les candidatures. Parce que monsieur le proviseur va vous l'expliquer après, on peut être pris d'emblée, mais on peut être pris avec condition. Et c'est là, à ce moment-là de l'examen, que ça peut se faire. Mais pour vous répondre, 800 dossiers, Bascan, on n'est pas une université, bon, il y a beaucoup de professeurs, mais quand même, les 800 dossiers, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour MCO, ils sont de l'ordre de 400 pour le BTS Select. D'emblée, on écarte la moitié des dossiers. Dans les 2/3, on écarte un tiers ou la moitié des dossiers. Les dossiers sont classés, mais ensuite, chaque professeur repart avec son paquet de fiches Parcoursup, parce que vous avez des dossiers en l'occurrence, et regarde s'il n'y a pas de contre-indication. Sur 6000 dossiers, je ne sais pas les protocoles qui sont mis en place, peut-être pas, je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, s'ils le veulent, ils le peuvent. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, c'est sûr. Voilà. Une autre remarque d'une maman, je pense, oui. Qui dit que dans les classes, il y a des niveaux différents et que son enfant il y a une moyenne de classe à 18 en physique et son enfant à 17, il n'est pas donc bien classé. En fait, 17-18 quand même, c'est quand même plutôt bien, très bien même. Je vous disais que j'ai travaillé, là où on a les plus gros algorithmes, c'est en classe prépa. Soyons clairs, on a des matheux là qui enseignent des maths à très haut niveau. Je les ai vus, tout est pris en compte. J'ai envie de dire que l'élève qui a 8 dans une moyenne de classe à 7, c'est un bon élève en mathématiques. Il vaut très bien l'élève qui a 13 dans une moyenne de classe à 12, par exemple. Donc tout est pris en compte. Heureusement d'ailleurs, sinon, il y aurait un déséquilibre. Il faudrait faire, comment dire, mettre en place des algorithmes pour équilibrer d'une classe à l'autre, d'un lycée à l'autre. Mais voilà, tout dépend, encore une fois, de la moyenne de votre enfant par la moyenne de la classe. Si le professeur est très exigeant, on peut imaginer que la moyenne de la classe est plutôt faible. Mais ce qui va être regardé dans ce cas-là, ce n'est pas la moyenne absolue de la classe, c'est la moyenne de votre enfant par rapport à la moyenne de la classe. Et ça, dans les commissions d'admission à l'enseignement supérieur, à Bascan ou ailleurs, on est capable de le regarder. On se dit, ben voilà, une classe où le professeur a mis la barre assez haute. Mais ce n'est pas pour ça qu'il sera pénalisé nécessairement, vraiment. Et né pour une classe, comme exemple, la moyenne est très haute. Ah oui, la moyenne est très haute, ça veut, voilà, tant mieux. Mais c'est vrai que dans cette classe-là, pour sortir du lot, il faudrait peut-être avoir 20, 19. Parce que, mais j'ai envie de dire, je préfère encore être dans ce cas-là.
ne vous inquiétez pas, madame, 17, ils font tous le même programme quand même. Ça veut dire qu'on ne leur donne pas non plus leur contrôle. Hein. Ce 17, ils doivent le mériter aussi. Hein. Ça arrive, hein. Heureusement. Puis il y a aussi l'examen par rapport à l'ensemble des demandes. Mais Bascan s'en sort vraiment bien, puisqu'on est un peu sur ces critères d'un établissement entre l'autre. Bon, il y a vraiment voilà, j'imagine que Hoche, voilà, si on sort de Hoche, mais c'est pas tout à fait un lycée public. Enfin bon, on est entre nous. Non, voilà, il y a un tel classement des dossiers, mais on n'a pas du tout à rougir à Bascan, je vous le dis, tous les ans. On arrive, alors c'est des élèves qui ont 20 toute l'année, il y en a aussi à Bascan, et qui ont le bac avec 19 mentions exceptionnelles, mentions du jury du bac. Ce sont des élèves qui intègrent des classes prépa à Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève, vous savez, c'est cette. Alors là, on est vraiment dans un lycée privé, ils n'ont que des classes préparatoires. Ben, depuis 2 ou 3 ans, on a toujours 1, 2, 3 élèves qui intègrent. Bon, ça dit aussi le niveau de nos élèves, qui est vraiment pas du tout. Qui est vraiment bon. Je vais le dire dans l'autre sens, mais de très bons candidats. Mais ils s'en sortent bien. Hein. Alors oui, ben voilà, évidemment, il y a. Alors peut-être qu'en classe prépa, ils imaginent classer. Moi, je ne rentre pas dans ces logiques-là. Et d'ailleurs, quand on émettra des avis en conseil de classe, si on dit qu'un élève est capable d'aller en classe prépa, il est capable de rentrer en I4 ou il est capable de rentrer à Marceau. Ce n'est pas le problème, ça. Ce n'est pas à moi de faire un classement entre les classes prépa dans l'autre sens. Ça va ? On continue, parce que l'heure avance. Et BTS, c'est pas ce soir. Mais sachez, comme je l'ai souvent dit, que les élèves de BTS ont une priorité, les élèves de la voie professionnelle, pour entrer en BTS. Allez, la dernière partie, ce qui nous intéresse, mais comment on les classe? Quel est l'algorithme alors? Puisqu'on a dit que les 10 vœux n'étaient pas classés. Hein. Ils ont fait 10, 15, 20 vœux, mais tous les vœux dans Parcoursup sont vus de la même manière. Alors comment il va s'en sortir? Alors, à partir du 2 juin, les élèves, et c'est national, le 2 juin, ouverture de la plateforme. Alors c'est un moment de stress, hein. Tous les élèves sont sur leur portable et regardent tout ce qu'ils reçoivent comme vœux. Parce qu'à partir du 2 juin, les élèves commencent à recevoir des propositions. Tous reçoivent des propositions d'admission ou de mise en attente au fur et à mesure. Parcoursup, on l'a dit, fonctionne en continu, et ça jusqu'au 15 juillet. Fin de la phase principale de Parcoursup. Tous les jours, je crois qu'il est question que ça s'arrête pendant le bac. Oui. Pendant le bac, oui. Pendant 3-4 jours, la plateforme n'envoie rien, c'est bloqué, mais avant et après, alors c'est pas forcément toutes les minutes, hein, mais une fois par jour, si votre enfant a des propositions, alors les premiers jours, ça va assez vite, hein, ils reçoivent plutôt des propositions. Il faut bien comprendre qu'ils sont, je ne sais pas combien, de centaines de milliers de candidats. Chaque candidat a fait, on a dit, 9 vœux en moyenne. Donc il y a 9 fois plus de candidatures dans Parcoursup que de places disponibles. Mais à mesure que les premiers jours se passent, donc au départ on peut être un peu dépité parce qu'on peut avoir en attente. Mais très rapidement, dans la mesure où d'autres candidats vont accepter des formations, vont donc libérer, dans les 9 vœux en moyenne, un candidat qui accepte libère 8 places. Donc dans les premiers jours, très vite, vos enfants vont recevoir des propositions d'admission. Donc ça, voilà, dans les 15 premiers jours, ça va assez vite. Et puis après, ça se tasse. Hein, il y a des élèves qui attendent, qui réfléchissent, qui attendent de voir si d'autres propositions leur sont faites. Donc c'est vrai que le rythme se ralentit. Mais dans l'absolu, du 2 juin au 15 juillet, et ça se précipite un peu sur la fin, puisqu'on est à la fin de la procédure. Alors, une manière de bloquer de forcer les élèves à répondre, c'est un peu ce qui est écrit là dans le pavé vert. Et ça, il faudra absolument le respecter. Ils auront des relances systématiques de la plateforme. Le 2 juin, ils ont 5 jours pour répondre. Mais ils doivent absolument répondre dans les 5 jours. S'ils ne répondent pas, ils sont écartés, ils perdent tous leurs vœux, ils sont démissionnés d'office. Alors ça peut être une stratégie. Finalement, votre enfant vient d'avoir son admission pour une école d'ingénieur privée. Il n'est plus intéressé du tout par Parcoursup, il ne répond même pas, c'est pas un problème, il a créé son dossier, donc tout va bien. Mais c'est le seul cas où on ne répond pas. Sinon, on doit absolument répondre. On va voir tout à l'heure comment on doit répondre, hein, quels sont les critères. Mais vous voyez, donc dans les 5 jours, forcément, il y a beaucoup de mouvements dans Parcoursup. Parce qu'en même temps que certains vont accepter, refuser des formations, ce sont des places qui se libèrent
pour appeler d'autres candidats qui vont recevoir, eux, des propositions d'admission. Et puis, à partir du 3 juin, ils ont 3 jours pour répondre. Vous voyez? Et ça, c'est pour forcer les candidats. La première année, la toute première année, le système avait été bloqué parce qu'il n'y avait pas de limite pour répondre. Les candidats répondaient le 15 juin, une vraie panique, quoi. Donc tout ça a été corrigé. Ce système est très, très opérant. Dès l'instant où ils reçoivent des propositions d'admission, ils doivent répondre. S'ils ne répondent pas, ouf, écarté. Mais encore une fois, ils ont des relances, mails, SMS, parfois leurs professeurs. Voilà. Alors, cette diapo, elle est importante. La suivante aussi. Comment répondre les formations? À gauche, pour une formation sélective. Réponse qui va être donnée aux futurs étudiants. Oui, hein, BTS, bachelor, classe prépa, les IFSI, les grandes écoles. Ils répondent quoi? Une formation peut répondre oui, proposition d'admission. Est-ce que vous prenez la place ou pas? Ou alors, en attente d'une place. Vous êtes classé dans les 600 de Bascan tout à l'heure, ou de Marceau. Ou on peut répondre non. En fait, dans le classement qu'on a vu tout à l'heure pour Marceau, il y avait 600 candidatures. Ils ont classé 400 dossiers. Il y en a 200 qui n'ont pas été classés. Ben, ceux-là, quand ils allument Parcoursup le 2 juin, ils voient non. Leur candidature n'est pas retenue. Les 48 premiers à Marceau voient une proposition d'admission. Ils sont dans le premier cas. À eux de répondre j'accepte ou je renonce. Et tous les autres qui ont été classés, mais qui ne sont, voilà, le 49e jusqu'au 300e, reçoivent en attente d'une place. Alors, par rapport à ça, que peut répondre l'élève? Tout de suite, le 2 juin. J'accepte la candidature ou j'y renonce. Alors, ça paraît curieux, mais on va voir dans quel cas on peut renoncer. Il a d'autres vœux sur lesquels il a été admis. Imaginons qu'au premier tour, là, le 3 juin, il ait 3 propositions d'admission. 3 écoles lui ont répondu oui, proposition d'admission. On va voir tout à l'heure que le logiciel va le forcer à choisir une formation et à renoncer aux 2 autres, voire se maintenir sur d'autres places dans lesquelles il est en attente. Là, on est simplement à regarder comment on peut répondre. Pour une formation qui est non sélective, on a à peu près les mêmes choses. Il n'y a qu'une cellule qui disparaît, c'est le non. Par définition, en licence, y compris médecine, un élève ne recevra jamais non. Il reçoit oui, proposition d'admission tout de suite. Il peut soit accepter, soit renoncer. Il peut recevoir une proposition oui si, c'est une nouvelle modalité, oui si vous faites un stage pendant cet été de remise à niveau, par exemple. C'est une proposition. Oui si vous validez le questionnaire en ligne. Oui si. Et l'élève pourra répondre j'accepte ou je renonce. Ou alors, la plateforme nous répond en attente d'une place. Et à chaque fois, quand on est dans ce cas-là, l'élève voit son rang de classement. Il y a 2000 étudiants qui ont demandé une formation là, en psycho. J'ai envie de dire, ils en prenaient 300, donc on est dans les 300 premiers, là, oui, tout de suite. Si on est en attente de place et qu'on est 350e et qu'on sait qu'on a 300 places, rappelez-vous les critères tout à l'heure dans les fiches, on a de fortes chances d'être pris. Si on est 1500e sur 2000, on ne vous dit pas non, mais il y a peu d'espoir. D'accord? Simplement, comprendre un petit peu comment, si on est en sélectif ou en non sélectif, les types de réponses que l'enfant peut avoir. Et alors, maintenant, l'algorithme, il est là. Celle-là est très importante. C'est juste en dessous. Voilà. On va voir que je vais cliquer et on va dérouler un petit peu la procédure. Voilà un élève qui a fait 10 vœux, sous-vœux. C'est la même chose. Hein. Les sous-vœux, quand on les fait, sont considérés comme des vœux. Donc, un élève peut être pris sur un sous-vœu qui sera considéré dans le logiciel comme au même titre qu'un vœu. Hein. Mais voilà un élève, faisons simple, qui a fait 10 vœux dans son logiciel et j'ai mis une étoile parce que le vœu 3, c'est vraiment la formation, l'école qu'il souhaite. Le 3 juin, alors qu'est-ce qui se passe? Ben déjà, son vœu 4, le 2 juin, hein, j'ai pas mis à jour ma diapo. Le vœu 4, ça devait être une classe prépa. On a vu tout à l'heure que ça ne peut pas être
faut pas être une licence, là. Cette classe prépa, là, lui a dit non. C'est clair, c'est terminé pour ce vœu 4. Ce vœu 8, c'est terminé. Et là, il a des vœux en attente et 2 formations qui lui disent oui. Vœu 2, vœu 5, on lui a dit oui. Et là, il a, on l'a dit tout à l'heure, 4 jours pour se positionner. Là, le logiciel le force à dire oui à l'une des deux et à renoncer à l'autre. Est-ce que je suis clair? Il a 2 vœux pour lesquels il doit se prononcer. Vœu 2 et vœu 5. Sur les 2, il les a mises, donc j'imagine qu'à un moment, il était intéressé. Le logiciel le force à choisir parmi les 2 à quel vœu il dit oui, auquel il renonce. Dans le cas présent, il accepte celui-là, eh ben, c'est que ce vœu-là était moins intéressant pour lui, il libère ce vœu-là, il renonce à ce vœu 5. Pour les autres formations, là où il est en attente, ben, il se trouve que c'est des formations qui l'intéressent. Ben, il se maintient, il continue à concourir. Je me maintiens là, je me maintiens, ben, le vœu 3, c'est celui que je veux, donc je concours encore. 6, c'est pas mal, 7, c'est pas mal. Et là, je renonce, ça ne m'intéresse pas. C'était moins bien dans ma thèse, c'était moins bien classé. Ça va jusque-là? On continue. Le 5 juin, il est toujours en attente sur le vœu 1. Le vœu 2, il avait dit oui, ben, il est encore en oui, là. Hein. Il a dit oui, donc il continue à concourir. Mais cette fois, dans son écran, 2 autres formations viennent de lui dire oui. Que fait le logiciel? Il va le forcer à se décider entre ces 3 vœux. Le 5 juin, cet élève doit choisir entre son vœu 2, son vœu 6 et son vœu 7. Il doit en choisir une et renoncer aux 2 autres. C'est comme ça que ça marche. Bah, finalement, le vœu 2 était moins bien classé dans sa tête que le vœu 6, donc il accepte celle-là, il renonce aux 2 autres. Il n'a pas encore son vœu 3. Hein. Bah, il se maintient puisque c'est ça, il est encore en attente là. Il a peut-être espoir au bout de la procédure de l'obtenir. C'est Hoche, tiens, voilà, Hoche est là, il a peut-être l'espoir de rentrer à Hoche. Et le reste a été écarté. Et le 10 juin, bingo, il est toujours en attente sur le vœu 1, mais finalement il s'en moque puisqu'il est pris sur son vœu préférentiel, avec la petite étoile. Bah là c'est fini pour lui. Il doit encore, dans un délai de 3 jours, dire quelque chose, hein, surtout. S'il dit rien, boum, il a tout perdu. Mais dans le délai de 3 jours, il accepte, c'est terminé. Pour cet élève-là, le 10 juin, c'est fait. Il rentre dans l'enseignement supérieur dans le vœu qu'il avait choisi. Bon, bah, c'est le cas de figure presque idéal. Bah, il y en a pour qui c'est réglé tout de suite le 3 juin. Ils ont 19 de moyenne, c'est réglé tout de suite. Mais voilà une configuration que je souhaite à vos enfants, pas trop stressante, où assez rapidement les choses se sont faites. Ben voilà, une fois qu'il a, répondu oui à cette formation, il a un écran qui lui donne toutes les informations pour aller s'inscrire avant juillet en fait. Voilà, cet algorithme, c'est ça l'algorithme. Et vous comprenez bien que même si ces vœux ne sont pas classés par ce jeu de je dois candidater et j'écarte là où je suis pris, forcément, à mesure que des places se libèrent, des propositions lui sont faites. Et après, il y a des élèves pour qui ça s'arrête avant, hein, qui n'auront pas forcément leur vœu préférentiel. Mais bon, tout ça est fonction de leur dossier. Quand une proposition d'admission est reçue, le candidat reçoit des notifications. Alors, ils pourront télécharger l'application Parcoursup sur leur smartphone. Ils recevront des notifications. Enfin, franchement, ça tombe sans arrêt. Et rappelez-vous, vous les parents, si vous avez renseigné vous aussi vos numéros de téléphone et vos adresses mail, en parallèle, vous recevez aussi les mêmes alertes, les mêmes messages de Parcoursup. Alors, quels sont les différents cas de figure? Puis on a presque fini. L'élève reçoit une seule proposition. Hein, on redétaille un petit peu ce que je viens de vous dire. Il reçoit une seule proposition d'admission, il a des vœux en attente. Bah, il accepte la proposition. Enfin, s'il y renonce, pourquoi il y renoncerait? Bah, sauf s'il avait mis un truc à Marseille et puis que le tonton à Marseille ne peut plus l'accueillir chez lui. Mais sinon, il l'accepte. Ça fait parmi ses vœux. Voilà, la cohérence ferait qu'il l'accepte. Et puis,
s'il est en attente d'une place ailleurs, il se maintient, si ce n'est pas son vœu préférentiel. L'élève reçoit plusieurs propositions, c'est ce que je vous expliquais. Il a un délai, 4 ou 3 jours, pour choisir. Là, il a plusieurs propositions en vert, là, ce que je vous montrais tout à l'heure. S'il a 3 propositions, il doit en choisir une. S'il en a 15 ou 10, il doit en choisir une quand même. Bon, voilà. À chaque fois, c'est comme ça qu'on écarte et qu'on libère des places. Tout ça, on va dire, c'est favorable. La phase complémentaire permet de formuler 10... Alors, la phase complémentaire démarre à partir du 15 juin. L'élève, s'il est en phase complémentaire, qui n'est ouverte qu'à certaines conditions, l'élève pourra refaire des vœux sur d'autres positions. Pardon. Alors, j'étais un peu vite là, pardon. J'étais un peu vite. Pourquoi je... Oui, je descends une seule proposition, plusieurs propositions. Réponse en attente. L'élève ne reçoit, le candidat ne reçoit parmi ces 15 vœux que des vœux en attente. Bon, c'est un peu stressant, ça veut dire que le 2 juin, il n'est pas pris. Hein, y a pire encore, c'est que des réponses négatives, mais restons sur que des vœux en attente. Il n'a pas le choix, il faut qu'il attende. Il a un message bienveillant qui lui dit « ne t'inquiète pas », et c'est la vérité. Hein. C'est vrai que les premiers jours de Parcoursup, on voit des élèves inquiets qui viennent nous voir, et très vite, les choses se règlent quand même. Hein. Au bout d'une semaine, 15 jours, puisque des places se libèrent, très vite, dans les 15 premiers jours, ils reçoivent des propositions. Mais c'est un cas de figure, le 2 juin, ils peuvent avoir tout en attente. S'ils ont un dossier un peu moyen, s'ils ont visé un peu haut, bon voilà, pas de découragement. Le cas le plus compliqué, c'est celui-là. Mais ça, c'est l'élève qui, sincèrement, a fait que des vœux de formation sélective. Il n'y a que là où on peut avoir non. Il n'a fait que des formations sélectives et toutes les formations sélectives qu'il a demandées lui disent non. Ben là, c'est terminé pour lui. Il n'a pas de place dans l'enseignement supérieur. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure que le 15 juin, il est pris en charge par la commission d'accès à l'enseignement supérieur, la CEAS. Il pourra recandidater en phase complémentaire pour refaire des vœux, mais clairement, tous ceux qui lui ont répondu non, il ne pourra jamais redemander ces formations-là. Il a demandé 5 classes prépa, les 5 lui disent non, c'est fini. Juste une précision, si il n'a qu'un seul vœu ou très peu de vœux et de réponses positives et qu'il dit non, il ne rentre pas dans le cadre de la prise en charge de la commission CAES. Ah non. Ça ne fonctionne, non mais je le dis parce que tous les ans, il y a des élèves qui disent bon j'ai qu'un seul vœu, c'est pas grave, ou 2 ou 3, ça me plaît pas, je serai pris en charge après. Ça ne fonctionne pas. Il sort du système. S'il ne répond pas oui, alors qu'il a une proposition d'admission, il perd tout. Il faudra vraiment qu'il réponde oui. Il sera grand temps après d'aller voir en juillet ou alors à la rentrée, si une autre école ne peut pas l'accepter, ça arrive toujours ça. Hein. Il y a des candidats qui n'ont rien dans Parcoursup ou qui ont eu quelque chose et qui nous sollicitent, nous, Bascan, par exemple, à la rentrée. Y a-t-il des places? Et parfois, il y en a. Mais si, encore une fois, Madame Martin, si un élève a une proposition d'admission, si l'on a une, il faut qu'il la prenne. Hein. Sinon, il sort. Oui, et il n'y a pas de possibilité. C'est très compliqué ensuite. On a eu le cas il y a 2 ans, je crois. Bon, voilà, il y a un point d'étape où on lui demande s'il est toujours là. Il reçoit des messages, il doit continuer à confirmer. Je ne sais plus si ça existe encore, mais je sais que jusque-là, c'était présent. Il y a un point d'étape où, au mois de juin, là, on lui dit « Est-ce que tu es bien d'accord? Tu maintiens bien tes vœux ?» Il doit reconfirmer « Oui, je continue à postuler, ça existe encore. » Et puis après, une fois qu'on a reçu une proposition d'admission, que c'est vraiment le choix qu'on a fait, il n'y a plus qu'à respecter les dates limites d'inscription. En général, c'est… évidemment, on ne part pas en vacances si on n'est pas inscrit à l'université ou en classe prépa. Hein. Évidemment, on y va. Et en général, c'est jusqu'au 20 juillet. 2 premières semaines de juillet. Et en général, tant les lycées, pour les BTS ou les classes prépa et les universités, on réouvre aux alentours du 20 juillet. 20-24 juillet. Août, pardon. On ferme. Non, on ferme un petit peu au milieu, mais on reprend. Et j'ai envie de dire, des propositions d'admission, on en a jusqu'à la Toussaint. L'enseignement supérieur, c'est un peu comme ça. Bon, même si les choses sont… Il vaut mieux que ça soit réglé en partant en vacances et on n'en parle plus. Mais en septembre, je sais qu'on est sollicité à Bascan pour si on a des places disponibles. Donc évidemment, après,
c'est sur des formations qui n'ont pas fait le plein, etc. Donc, c'est pas forcément ce que l'on souhaitait.